Jamais je n'aurais imaginé que Noël puisse être aussi glacial que les rues de Montmartre, en cette nuit de décembre. Mes pieds me faisaient mal souffrir après 12 heures passées à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, à prendre soin de patients qui passeraient la veille de Noël seuls. Le vent me fouettait le visage, tandis que je montais les escaliers de l'appartement, n'emportant avec moi que l'espoir de serrer ma petite Camille dans mes bras et de ressentir la chaleur d'une famille réunie. Les lumières de Noël clignotaient aux fenêtres voisines, se reflétant sur les pavés humides du trottoir, tandis que l'arôme de vin chaud et de marrons rôtis s'échappait des bistrots, encore ouverts. Mes mains tremblaient en cherchant les clés dans mon sac, non seulement à cause du froid de -2 degrés, mais aussi de l'impatience d'être enfin à la maison. Le son de rire et de conversations animées venait de l'appartement, nourrissant mon attente de retrouver Antoine et sa famille, célébrant avec nous. Je savais à peine que mon cœur était sur le point de geler, plus que n'importe quel hiver parisien ne pourrait le faire. La porte s'ouvrit, révélant une scène que je n'oublierai jamais. Sur le canapé du salon, recroquevillée comme un oiseau blessé, se tenait ma fille de 6 ans, couverte seulement d'une couverture fine et usée. Ses lèvres étaient violettes, ses cheveux blonds, collés à son front par une sueur froide, et elle tremblait de façon incontrôlable en essayant de se réchauffer seule. De l'autre côté du mur, j'entendais parfaitement les éclats de rire de la famille d'Antoine, autour de la cheminée allumée, le bruit des coupes de champagne qui trinquaient en toast festif et l'arôme inimitable de foie gras et de truffes en cours de dégustation. Mon sang bouillonnait d'une intensité qui contrastait avec le froid qui dominait cette pièce oubliée. Je courus vers Camille et la pris dans mes bras, sentant son petit corps glacé se blottir désespérément contre ma poitrine, encore réchauffée par mon manteau d'hiver. Ses yeux bleus me regardèrent avec un mélange de soulagement et de résignation qui me brisa le cœur en 1000 morceaux à cet instant. Je marchais vers le salon principal avec Camille dans mes bras, interrompant brusquement la conversation animée sur les vignobles de Bordeaux et les affaires immobilières à Cannes. Le silence s'installa comme un rideau lourd lorsqu'ils me virent arrêter sur le seuil, serrant ma fille tremblante contre ma poitrine. Ma belle-mère, Marguerite, une femme élégante d'une 60aine d'années, me lança un regard désapprobateur pour avoir osé perturber sa célébration raffinée. Antoine, mon mari, était confortablement installé dans un fauteuil en cuir, tenant un verre de Bordeaux rouge, et ses yeux évitèrent de croiser les miens lorsqu'il perçut mon indignation. Mon beau-père continua à remuer les bûches dans la cheminée, feignant de ne pas remarquer notre présence, tandis que la chaleur irradiée par les flammes contrastait cruellement avec l'état de ma fille. Je sentis ma voix trembler de rage contenue lorsque je réussis enfin à articuler les mots qui résonneraient à longtemps dans cette maison. Pourquoi avoir laissé une enfant avoir froid la veille de Noël? La discussion qui s'ensuivit révéla des abîmes que je refusais de voir pendant nos 3 années de mariage. Antoine soutint que Camille devait s'habituer à la discipline de la famille, qu'une trop grande indulgence ne faisait pas de bien aux enfants, répétant des phrases toutes faites qu'il avait apprises de SES parents bourgeois. Marguerite ajouta froidement qu'une infirmière devrait mieux comprendre la résistance physique, insinuant que j'étais excessive et surprotectrice. Mon beau-père resta silencieux, ne faisant qu'attiser le feu de la cheminée dans une provocation silencieuse qui me fit comprendre définitivement ma place dans cette hiérarchie familiale. Pendant que nous discutions, Camille restait agrippée à moi, ce petit doigt serrant mon uniforme, comme si c'était sa seule encre au monde. À chaque mot dur échangé, je réalisais qu'il ne s'agissait pas seulement de cette nuit-là, mais d'une philosophie de vie qui n'accepterait jamais ma fille comme priorité. L'odeur de parfums chers et de nourriture sophistiquée commença à me nauséer, tandis que je comprenais que j'étais complètement seule dans cette bataille. Sans dire un mot, j'enfilai le manteau le plus épais de Camille, plaçai mon écharpe autour de son cou et nous sortîmes avant que quiconque ne puisse protester. Les rues de Paris étaient désertes, couvertes d'une fine couche de neige qui avait commencé à tomber, créant un manteau blanc sur les pierres sombres de Montmartre. Nos pas résonnaient solitairement tandis que nous descendions vers la Seine,
passant devant des vitrines illuminées de chocolateries et de librairies qui restaient ouvertes pour les solitaires de la veille. Nous trouvâmes refuge dans un petit café près du Pont-Neuf, où le propriétaire, un monsieur arabe aux yeux doux, nous servit du chocolat chaud dans d'énormes tasses et des croissants encore tièdes. Camille cessa enfin de trembler. Ses joues retrouvèrent leur couleur rosée naturelle. Et pour la première fois cette nuit-là, elle sourit en trempant son croissant dans le chocolat fumant. Assise dans CE café chaleureux, entourée d'étrangers qui étaient devenus plus une famille que mes propres beaux-parents, je compris que l'amour véritable se manifestait dans les gestes les plus simples. Lorsque le soleil se leva, teignant d'or les toits parisiens, j'avais déjà pris la décision la plus difficile de ma vie. Nous retournâmes à l'appartement seulement pour récupérer nos vêtements et quelques jouets de Camille, ignorant les protestations tardives d'Antoine, qui semblait enfin comprendre la gravité de la situation. 2 heures plus tard, nous étions à la gare de Lyon, avec des billets pour Marseille, où mon amie Sophie nous avait offert une chambre temporaire près du Vieux-Port. Pendant les 4 heures de voyage en TGV, j'observais Camille dormir sereinement, la tête posée sur mon épaule, ses cheveux blonds flottant doucement au mouvement du train. Lorsque nous arrivâmes dans la ville méditerranéenne, le soleil d'hiver, même pâle, réchauffait nos visages d'une manière que Paris n'avait jamais pu faire. L'odeur salée de la mer et le son des mouettes annonçaient non seulement un changement géographique, mais le début d'une nouvelle vie où ma fille serait toujours la priorité, où la chaleur humaine vaudrait plus que n'importe quelle cheminée de famille, riche et froide. L'appartement de Sophie se trouvait au 3e étage d'un immeuble typiquement marseillais, avec des fenêtres donnant directement sur le Vieux-Port. L'odeur de bouillabaisse montait des tavernes du rez-de-chaussée, se mêlant à la brise marine qui pénétrait par les fentes des persiennes bleues, décolorées par le soleil méditerranéen. Camille courut vers la fenêtre dès que nous entrâmes, émerveillée par les bateaux de pêche colorés qui se balançaient doucement sur l'eau cristalline. Sophie me reçut avec une étreinte chaleureuse, ses yeux marrons, brillant d'inquiétude, en voyant notre état émotionnel encore fragile. Elle avait préparé une petite chambre confortable, avec des murs peints, en jaune clair, et un lit simple couvert d'une courte pointe provençale, brodée de lavande. Cet après-midi-là, tandis que Camille jouait avec des coquillages que nous avions trouvés sur la plage des Catalans, je réalisais que pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer profondément. Le poids de la tension parisienne commençait à se dissoudre lentement, comme le sel marin dans le vent chaud. Les premiers jours à Marseille furent ceux de l'adaptation et des découvertes. J'obtins un poste temporaire à l'hôpital de la Timone, travaillant le matin pour pouvoir chercher Camille à l'école municipale près du cours Julien. Ma fille, qui avait passé des mois silencieuse et repliée sur elle-même à Paris, recommença à sourire et à bavarder sur « ses nouveaux camarades » qui parlaient avec un accent provençal prononcé. Les matins commençaient par un café au lait et du pain de campagne à la boulangerie du coin, où Madame Rosette, une dame de 80 ans, aux cheveux blancs comme l'écume de mer, gardait toujours un croissant supplémentaire pour Camille. Le travail à l'hôpital me redonna un sens. Prendre soin de patients méditerranéens, avec leur hospitalité chaleureuse et leur gratitude sincère, me rappelait constamment pourquoi j'avais choisi la profession d'infirmière. L'après-midi, nous nous promenions le long de la corniche Kennedy, observant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de violet sur les îles d'If et du Frioul. Ces petites routines quotidiennes construisaient lentement notre nouvelle identité de famille indépendante. Antoine appelait tous les soirs pendant la première semaine, alternant entre supplications désespérées et menaces voilées concernant la garde et les droits paternels. Ces mots me parvenaient distordus par la distance et la différence de température émotionnelle entre nos réalités. Il parlait de changement, de promesses que CE serait différent, qu'il mettrait des limites à SES par an. Mais sa voix portait le même ton condescendant que d'habitude. Lors d'un de CES appels tendus, Camille s'approcha et me murmura à l'oreille qu'elle ne voulait pas retourner dans l'endroit froid, faisant référence à l'appartement parisien
avec une simplicité enfantine qui résumait parfaitement notre situation. Progressivement, je commençais à décrocher moins souvent, laissant le silence répondre pour nous. Sophie m'avertit de l'importance de formaliser notre séparation légalement, mais je n'avais pas encore la force d'affronter avocats et documents. Pour l'instant, il suffisait de savoir que nous étions en sécurité, réchauffés par le soleil provençal et par la liberté d'être nous-mêmes, sans jugement ni hiérarchie familiales étouffantes. Le printemps méditerranéen arriva plus tôt que je ne l'espérais, apportant avec lui une transformation visible chez Camille et chez moi. Ma fille avait grandi de quelques centimètres, et ses cheveux étaient plus dorés grâce au soleil constant, et sa personnalité extravertie, si longtemps réprimée, fleurissait comme les mimosas jaunes dans les jardins du Palais Longchamp. J'obtins un contrat permanent à l'hôpital et nous louâmes un petit appartement à nous dans la plaine, un quartier jeune et multiculturel où étudiants et artistes cohabitaient harmonieusement. Nos samedis matins devinrent sacrés. Nous achetions des ingrédients frais au marché de Noailles, où Camille pratiquait son français avec l'accent marseillais, en conversant avec des vendeurs arabes, italiens et africains. L'après-midi, nous préparions ensemble des plats simples mais savoureux, remplissant notre nouvelle maison des arômes d'herbes de Provence et de rires authentiques. Antoine avait cessé d'appeler, probablement conseillé par SES Avocats, de garder assez distance jusqu'à CE que les questions légales soient formellement réglées. L'été apporta des défis inattendus lorsqu'Antoine apparut sans prévenir un après-midi de juillet, bronzé et vêtu de vêtements décontractés qui contrastaient avec son élégance parisienne habituelle. Camille était à la plage avec Sophie lorsqu'il sonna, et pendant un instant, j'eus peur qu'il tente de l'emmener de force. Cependant, son comportement était différent, plus humble, presque vulnérable. Il parla de thérapie, de conversations difficiles avec ses parents, de la solitude qu'il ressentait depuis notre départ. Il admit qu'il avait sous-estimé ma force en tant que mère et femme, que la froideur familiale avait été naturalisée dans son éducation bourgeoise sans qu'il n'en questionne les conséquences. Nous parlâmes pendant des heures sur le balcon, avec vue sur Notre-Dame de la Garde, tandis que le soleil se couchait lentement sur la mer. Pendant un instant, j'ai presque cru qu'une réconciliation était possible. Mais lorsque Camille arriva et se cacha instinctivement derrière ma jupe en le voyant, je compris que certaines blessures ont besoin de plus de temps pour cicatriser complètement. Antoine repartit le lendemain, promettant de respecter notre espace et notre temps. À l'automne, tandis que des feuilles dorées recouvraient les trottoirs de la Canebière, je reçus les papiers de divorce envoyés par les avocats d'Antoine. Il avait accepté toutes mes conditions. Garde totale de Camille, pension alimentaire adéquate, droit de visite supervisé lorsqu'elle se sentirait prête. Je signais les documents un matin ensoleillé d'octobre, assise dans un café avec vue sur le vieux port, observant les pêcheurs préparer leurs filets pour une nouvelle journée de travail. Je ressentis un mélange de soulagement et de mélancolie, comme si je fermais définitivement un chapitre de ma vie qui avait commencé avec tant d'amour et d'espoir. Camille, maintenant âgée de 7 ans et parfaitement intégrée à la vie marseillaise, demanda si cela signifiait que nous n'aurions plus besoin de retourner dans l'endroit froid. Je répondis que notre maison était désormais ici, où le soleil brille 300 jours par an et où la chaleur des gens importe plus que n'importe quelle cheminée de famille, riche et froide. Cet après-midi-là, nous marchâmes main dans la main le long de la corniche, respirant l'air salé et planifiant notre première veille de Noël, vraiment à nous, réchauffée par l'amour inconditionnel entre une mère et sa fille. Décembre arriva à Marseille avec une douceur qui contrastait dramatiquement avec mes souvenirs de l'hiver parisien précédent. Les températures descendèrent rarement en dessous de 10 degrés et le soleil méditerranéen continuait de réchauffer nos matins, même les jours les plus nuageux. Camille et moi commençâmes à planifier notre première célébration de Noël complètement indépendante, visitant le marché de Noël sur la Canebière, où des vendeurs provençaux offraient des santons artisanaux,
du miel de lavande et du vin chaud aromatique. Ma fille choisit avec soin chaque décoration pour notre petit sapin, insistant pour acheter des étoiles dorées qui brilleraient autant que le soleil que nous aimions tant. Nous décidâmes d'inviter Sophie et quelques collègues de l'hôpital qui passeraient également la fête seuls, transformant notre maison en une célébration multiculturelle où chaque personne apporterait un plat typique de sa région d'origine. L'attente dans les yeux de Camille était complètement différente de l'année précédente. Il n'y avait ni anxiété, ni peur, juste la joie pure d'une enfant qui se sentait enfin en sécurité et aimée. Pendant que j'accrochais les lumières colorées à la fenêtre, je réalisais que nous avions construit quelque chose de bien plus précieux qu'un simple changement géographique. La veille de Noël se leva sous un ciel bleu cristallin et une température de 15 degrés, nous permettant de garder les fenêtres ouvertes pour que la brise marine circule librement dans l'appartement. Camille se réveilla en fredonnant une chanson provençale qu'elle avait apprise à l'école. Ses cheveux dorés brillant sur l'oreiller blanc comme des rayons de soleil matinal. Nous préparâmes ensemble une bouillabaisse simplifiée, suivant la recette que Madame Rosette nous avait enseignée, emplissant la cuisine des arômes de safran, de fenouil et de poisson frais du port. Sophie arriva en milieu d'après-midi, portant une tarte tropézienne encore tiède de la boulangerie, suivie d'Ahmad, un infirmier syrien qui apporta du baklava fait maison, et de Marie-Claire, une médecin corse qui contribua avec de la charcuterie locale et du vin de son île natale. Camille circulait parmi les invités comme une petite hôtesse expérimentée, offrant des olives et racontant des histoires sur notre nouvelle vie marseillaise. Lorsque le soleil commença à se coucher, nous allumâmes des bougies dans toute la maison, créant une atmosphère dorée et accueillante qui réchauffait non seulement nos corps, mais nos âmes fatiguées de tant de froid émotionnel. Pendant le dîner, chaque personne partagea des histoires de Noël passées, créant une riche tapisserie de souvenirs qui incluait des traditions syriennes, corses, provençales et même quelques-uns de mes propres souvenirs des Noëls de mon enfance à Lyon. Camille écoutait fascinée les récits d'Ahmad sur les célébrations à Damas, où les familles se réunissaient dans des cours parfumés de jasmin même en hiver, et les descriptions de Marie-Claire sur les feux de Noël dans les montagnes de Corse. Quand vint mon tour de parler, je racontais le Noël précédent à Paris, mais cette fois sans amertume ni tristesse, juste comme une expérience qui nous avait appris à valoriser le véritable sens de la famille choisie. Ma fille m'interrompit pour dire que c'était le meilleur Noël de sa vie, car elle comprenait enfin que la fête n'était pas une question de nourriture chère ou de cheminées élégantes, mais de personnes qui se souciaient sincèrement les unes des autres. Le silence ému qui s'ensuivit fut rompu par les cloches de l'église Saint-Victor au loin, marquant minuit de leur mélodie ancestrale. Sophie leva sa coupe de rosée provençale proposant un toast aux familles que nous choisissons et au nouveau départ courageux. Les mois suivants apportèrent une stabilité émotionnelle dont j'avais oublié l'existence. Camille s'épanouit à l'école, nouant des amitiés solides avec des enfants de diverses nationalités qui peuplaient notre quartier cosmopolite. Mon travail à l'hôpital évolua vers un poste à plus grande responsabilité, supervisant des stagiaires et développant des protocoles de soins humanisés qui intégraient la chaleur méditerranéenne aux soins médicaux professionnels. Nous commençâmes à faire de courtes excursions le week-end, explorant des villages provençaux comme Cassis et Bandol, où Camille collectionnait des coquillages et je redécouvrais le plaisir simple d'observer des paysages sans hâte ni obligation sociale. Antoine maintenait un contact sporadique par des cartes postales envoyées de SES Voyage d'affaires, toujours respectant notre espace, mais démontrant qu'il ne nous avait pas complètement oubliés. En avril, nous reçûmes une photo de lui souriant sincèrement pour la première fois depuis des années, accompagnée d'une lettre où il disait suivre une thérapie et que peut-être un jour, nous pourrions construire une relation saine en tant que parents séparés. Je rangeais la lettre dans une boîte à souvenirs, non par nostalgie romantique, mais comme un rappel que les gens peuvent changer lorsqu'ils reconnaissent leurs erreurs. Le premier anniversaire de notre arrivée à Marseille fut célébré par une fête surprise, organisée par Sophie et nos amis de l'hôpital.
Camille avait notablement grandi, non seulement physiquement, mais en confiance et en maturité, parlant couramment, avec l'accent marseillais, et démontrant une sagesse émotionnelle surprenante pour SES 8 ans. Pendant la célébration sur la plage des Catalans, tandis que j'observais ma fille jouer avec d'autres enfants sous le soleil doré du coucher de soleil méditerranéen, je fis un bilan mental de tous ces que nous avions accomplis. Nous avions notre propre maison, un travail stable, de véritables amitiés, une santé émotionnelle restaurée et surtout une relation mère-fille basée sur l'amour inconditionnel et le respect mutuel. Marie-Claire me fit remarquer discrètement que je semblais être une personne complètement différente de l'infirmière tendue et triste qu'elle avait connue 1 an auparavant. Et elle avait raison. La femme qui avait tremblé de rage cette veille de Noël parisienne s'était transformée en une mère forte et indépendante, capable de protéger sa fille et de construire une vie digne. Lorsque les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel clair, Camille s'approcha et me murmura qu'elle ne voulait plus jamais avoir froid comme cette nuit-là à Paris. Je promis que cela n'arriverait plus jamais. Pour le 2e Noël à Marseille, notre tradition était consolidée. Une table abondante préparée par de nombreuses mains amies, une maison réchauffée par une affection sincère, et Camille distribuant des cadeaux faits à la main à chaque invité. Cette fois, nous étions 12 personnes autour de la table, incluant 2 familles de réfugiés syriens qu'Ahmad avait amenés, une étudiante Erasmus italienne que Sophie avait accueillie, et même Madame Rosette de la boulangerie, qui avait finalement accepté notre invitation après des mois d'insistance affectueuse. La diversité des accents, des langues et des traditions transformait notre modeste salon en une véritable célébration de l'humanité universelle. Camille, désormais parfaitement bilingue et ayant quelques notions d'arabe apprises avec Ahmad, circulait parmi les invités, traduisant des blagues et aidant à la communication interculturelle. Pendant le souper, je proposais un moment de silence pour remercier les chemins qui nous avaient menés ici, et je remarquais des larmes discrètes dans les yeux de plusieurs personnes qui, comme nous, avaient trouvé une famille loin de chez elles. Lorsque la nuit se termina et que les derniers invités partirent, Camille me serra fort dans ses bras et dit qu'elle comprenait maintenant que c'était de se sentir vraiment chez soi. À ces moments-là, je compris que notre voyage de guérison était complet. Nous avions transformé l'abandon en appartenance, le froid en chaleur, la solitude en communauté. 3 ans après notre arrivée à Marseille, je reçus un appel inattendu d'Antoine, un matin de printemps. Sa voix sonnait différemment, plus mûre et dénuée de l'arrogance dont je me souvenais du temps parisien. Il était en ville pour le travail, logeant dans un hôtel près du Vieux-Port, et demanda s'il pouvait rencontrer Camille pour un café, respectant entièrement ma décision si je refusais. Je fus surprise de mon propre calme en entendant sa demande. La rancœur s'était dissipée avec le temps, remplacée par une indifférence sereine qui indiquait une guérison émotionnelle complète. Je consultais Camille, désormais âgée de 10 ans, et capable d'exprimer ses préférences avec une clarté impressionnante. Elle réfléchit quelques minutes, jouant distraitement avec un bracelet de coquillage qu'elle avait fabriqué à l'école, avant de dire qu'elle aimerait connaître le père dont elle ne se souvenait pas bien, mais seulement si j'étais présente. Nous fixâmes le rendez-vous pour le lendemain dans un café de la Place aux Huiles, territoire neutre, où nous nous sentirions tous à l'aise. Je passai l'après-midi à préparer Camille psychologiquement, lui expliquant que les gens peuvent changer, mais qu'elle n'avait aucune obligation de l'apprécier immédiatement. La rencontre se déroula avec un naturel qui me surprit. Antoine arriva ponctuellement, vêtu de vêtements décontractés et apportant un petit cadeau. Un livre sur la mythologie grecque, adapté à l'âge de Camille, démontrant qu'il s'était renseigné sur les intérêts actuels de sa fille. Il semblait réellement nerveux, ses mains tremblant légèrement lorsqu'il salua notre petite fille, qui l'observait avec la curiosité scientifique typique des enfants. Pendant 2 heures, nous parlâmes de sujets neutres. Son travail de consultant en environnement, notre vie à Marseille,
les progrès scolaires de Camille, le climat méditerranéen versus le parisien. Antoine posa des questions respectueuses sur notre routine sans montrer la moindre intention d'interférer ou de juger nos choix. Camille se détendit progressivement, racontant sa passion pour la biologie marine et SES projet d'étudier l'océanographie quand elle serait grande. J'observais discrètement l'interaction entre père et fille, notant comment il écoutait réellement SES mots, sans hâte ni condescendance. Lorsque nous nous séparâmes, Camille lui fit une brève mais spontanée accolade, disant qu'elle avait aimé mieux le connaître. Dans les mois qui suivirent, Antoine maintint le contact par des cartes postales envoyées de SES voyages de travail à travers le monde, toujours adressées à Camille, mais incluant des salutations respectueuses pour moi. Il n'exerça jamais de pression pour plus de rencontres, se limitant à partager des expériences intéressantes qui pourraient éduquer notre fille sur la géographie et les différentes cultures. Lorsqu'il repassa par Marseille, 6 mois plus tard, Camille demanda spontanément à le voir, cette fois suggérant qu'il vienne visiter notre appartement pour voir où nous vivions. Je préparai un déjeuner simple ratatouille provençale et poisson grillé, pendant que Camille montrait fièrement ses dessins scientifiques et projets scolaires collés au mur. Antoine complimenta sincèrement notre décoration modeste mais confortable, commentant combien Camille semblait heureuse et bien soignée. Pendant le repas, il parla des changements dans sa vie. Il s'était partiellement retiré des affaires familiales, avait déménagé dans un appartement plus petit à Paris et consacrait plus de temps à des projets de durabilité qui le motivaient réellement. Je réalisais qu'il avait mûri considérablement, développant une humilité qu'il ne possédait pas pendant notre mariage. La relation entre Antoine et Camille évolua progressivement vers une amitié respectueuse, basée sur des intérêts partagés en sciences naturelles et en voyage. Il commença à lui rendre visite tous les 3 mois, toujours en coordination avec nous et respectant notre emploi du temps familial établi. Lors d'une de CES visites en été, il suggéra d'emmener Camille visiter le musée océanographique de Monaco, une excursion éducative qu'elle désirait faire depuis des mois. Je les accompagnais lors de cette première sortie, observant comment il se comportait en père responsable, attentif à sa sécurité, intéressé par ces questions scientifiques, patient avec son rythme d'enfant curieux. Camille revint enthousiasmée, pleine d'informations sur la vie marine méditerranéenne et de projets pour son avenir de chercheuse océanique. Je commençais à autoriser des sorties sans ma supervision, toujours pour de courtes périodes et dans des lieux publics, testant progressivement les limites de ma confiance restaurée. Antoine n'abusa jamais de cette liberté, ramenant toujours Camille à l'heure convenue et rapportant en détail leurs activités conjointes. Je réalisais qu'il avait appris que la confiance se reconstruit par des actions cohérentes, pas par des promesses vides. 2 ans plus tard, lorsque Camille eut 12 ans, nous organisâmes sa première fête d'anniversaire, qui incluait Antoine comme invité naturel, non plus comme visiteur toléré. Il arriva en apportant un microscope adapté aux jeunes étudiants, un cadeau qu'il avait choisi avec soin, basé sur les passions scientifiques croissantes de notre fille. Pendant la célébration sur la plage, je l'observais interagir respectueusement avec nos amis marseillais, posant des questions sincères sur leur culture et leur profession, sans aucune supériorité parisienne. Sophie me fit remarquer discrètement qu'il semblait être une personne complètement différente de l'homme arrogant que j'avais décrit des années auparavant. Camille souffla les bougies entourée d'une famille choisie multiculturelle qui incluait maintenant son père biologique transformé, démontrant que la guérison familiale prend parfois des formes inattendues. À ces moments-là, je compris que le pardon ne signifie pas oublier ou revenir au passé, mais permettre aux gens de démontrer un changement par des actions soutenues dans le temps. Antoine avait lentement conquis sa place dans la vie de Camille, non pas en tant que mari que j'avais pardonné, mais en tant que père qui avait appris à prioriser véritablement le bien-être de sa fille, au-delà des attentes familiales ou sociales. Aujourd'hui, 5 ans après cette veille glaciale à Paris, notre vie a trouvé un équilibre impensable à l'époque. Camille,
À 13 ans, partage son temps entre des études avancées en sciences marines, des amitiés solides au Collège international de Marseille et des visites régulières avec Antoine qui sont devenues aussi naturelles que respirées. Il n'a jamais remis en question nos décisions éducatives, ni tenté d'interférer avec notre routine établie, se contentant d'être une présence positive constante, mais non invasive dans sa vie. J'ai obtenu une promotion au poste de chef d'infirmière à l'hôpital. CE, qui m'a permis une plus grande stabilité financière et une flexibilité pour suivre le développement académique accéléré de ma fille prodige. Nos Noëls continuent d'être des célébrations multiculturelles où Antoine participe désormais naturellement, apportant des vins français, sélectionnés et conversant couramment avec nos amis syriens et corses dans leur langue natale, qu'il a apprise par respect. Sophie plaisante souvent en disant que nous avons construit la famille la plus internationale de Marseille, et elle n'a pas tort. Nous sommes la preuve vivante que l'amour véritable dépasse les frontières géographiques, culturelles et même les blessures du passé, lorsqu'il y a une volonté sincère de changement et de croissance mutuelle.